Bonjour Georges Forestier et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Midi Histoire consacré à Molière et l'argent. Georges Forestier, vous êtes professeur émérite de littérature française à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Vous êtes un spécialiste du théâtre au XVIIe siècle. Vous avez consacré beaucoup de travaux à Racine, Molière et vous avez notamment publié récemment une biographie de Molière, biographie qui a remporté de nombreux prix, dont le prix du livre d'histoire du château de Versailles et également le prix de l'Académie française. En 2019, ces deux prix. Vous avez participé récemment à de nombreux podcasts pour les jeunes autour de Molière. Cette série était appelée Molière, le chien et le loup et vous pouvez retrouver ces podcasts sur France Inter. Enfin, et il faut le signaler, vous avez publié en 2010 les œuvres complètes de Molière et ces œuvres ont été rééditées en 2022 dans la collection de la Pléiade. Elles ont été complétées par une édition de la pièce Tartuffe. Eh bien bonjour, je m'appelle donc effectivement Georges Forestier, comme il a été dit, et je travaille depuis longtemps sur Molière. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter quelques réflexions ou un petit panorama des rapports de Molière avec l'argent. Alors, il y avait deux solutions. C'est l'un de faire un exposé comme on fait au lycée, c'est-à-dire d'étudier l'argent dans les pièces de Molière. Et je pense que comme je suis historien et de la carrière de Molière et de son parcours, c'était plus intéressant d'essayer de globaliser la question et de vous parler des relations de Molière avec l'argent en général, Molière en tant qu'homme avant Molière en tant qu'auteur. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter Molière et en présentant Molière, vous allez voir qu'il a un rapport très, très étroit avec l'argent puisque il est issu d'une famille de marchands tapissiers. La famille des Poquelin, son grand-père et son grand-père, ils s'appellent tous Jean Poquelin. Et de l'autre côté, la famille de sa femme, Marie Cressé, ils sont aussi des marchands tapissiers. Je vais revenir dans un instant sur l'importance de cette famille et de ce métier-là. Ils habitent dans le quartier des Halles. Je vous montre une image de Paris telle qu'elle était à l'époque. Vous remarquez que simplement, il faut se dire que c'était pas des plans comme aujourd'hui qui sont orientés nord-sud. Là, c'est orienté ouest-est. Et donc, vous avez, si on se rapproche un peu, vous avez de plus en plus l'endroit où la famille habite, c'est ce quartier. Ici, vous avez le quartier des Halles, qui est donc, je vous le montre, le quartier des Halles, et la famille est donc née dans le quartier des Halles. Molière, il est né en fait dans ce quartier-là que l'on voit ici, au carrefour de la rue du Saint-Honoré et de la rue qui s'appelait la rue des Vieilles Étuves, aujourd'hui la rue Sauval, en face d'une fontaine qui captait des eaux de Paris, des eaux de la Samaritaine notamment, parce qu'on n'est pas loin du Pont-Neuf. Et voilà la maison. La maison actuelle, elle a été détruite, enfin plus exactement, la maison de Molière a été détruite au XIXe siècle et reconstruite en fait sur le même emplacement, avec à peu près le même modèle. Et cette maison, on la voit ici, c'est la maison qui est à gauche, ou plus exactement à gauche de l'image, mais à droite du passage avec un porche. Et cette maison, elle s'appelait la maison du pavillon aux singes. Pourquoi pavillon aux singes ? Eh bien, c'est expliqué ici parce que il y avait ce qu'on appelle un poteau cornier. On le voit, le poteau cornier, sur l'angle de la maison qui est juste à ras de la rue qui passe sous l'arche. Et ce poteau cornier, en fait, c'est un poteau dans lequel des singes étaient sculptés. De haut en bas, ils sont en haut d'un oranger, il se passe une orange de singe à singe, et le bas est... Alors donc cette maison était célèbre, et c'est une maison qui a ceci d'important à noter dans ce quartier, c'est que, c'est une maison dans l'une des plus grandes rues de Paris, parce que la rue Saint-Honoré aujourd'hui nous paraît assez étroite. Au XVIIe siècle, c'était une des plus larges rues de Paris. Ça veut dire que, et j'ai observé ce qui se passe dans cette maison en y allant en début d'après-midi, il y a du soleil qui tape sur la façade. Autrement dit, Molière est né dans une des rares maisons ensoleillées au XVIIe siècle, parce que sinon, toutes les autres rues étaient étroites, très étroites, et le soleil n'y passait jamais, et la plupart des gens vivaient constamment à la chandelle, pour les plus riches à la bougie,
mais la plupart du temps à la chandelle. Et donc, pour quelle raison naît-il dans une maison de privilégiés? Parce que donc, je l'ai dit, son père, il est marchand tapissier. Les tapissiers au XVIIe siècle, vous voyez une image là qui représente toutes les activités du tapissier réunies en un seul. C'est le sommet de la hiérarchie des commerçants, parce que le tapissier, c'est l'équivalent de notre décorateur. C'est celui pour lequel, qui est fréquenté, la boutique du tapissier est fréquentée par la plus haute aristocratie, la haute bourgeoisie, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent se payer le superflu de l'ameublement. C'est-à-dire des lits en plumes, des sièges rembourrés, des tapisseries, des tapis, etc. Et donc vous voyez que, en plus, en regroupant les différents types de tapissiers de haute lisse, tapissiers sarrasins qui font les tapis, tapissiers nautrés qui produisent les couvertures, et en outre les courtes pointilleux qui fabriquent les tentes et les pavillons. C'est important aussi parce que les tapissiers fournissent en fait quelque chose de très important pour les armées et pour la cour, qui sont les tentes et les pavillons. Et donc, les grands-pères de Molière sont tous les deux tapissiers courte-pointiers, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au sommet de la hiérarchie et des tapissiers et de cette catégorie de commerçants qui sont dans le quartier des Halles. Et donc, c'est une riche famille. Il faut savoir que Molière naît dans une riche famille. Cette riche famille, le père de Molière, en 1631, donc 9 ans après sa naissance, avait acheté une charge de tapissier valet de chambre du roi. C'est une charge très importante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, vous voyez, on la retrouve d'ailleurs, ce qu'on appelle la survivance, c'est-à-dire que Molière avait reçu du pouvoir royal la survivance de la charge de son père. Ça veut dire que de son vivant, il avait reçu cette charge. Autrement dit, à la mort de son père, il n'aurait pas besoin de la racheter, puisque gracieusement, il en avait eu la survivance. Et il se trouve que c'est une survivance agissante. Ça veut dire que le fils pouvait, alors même que le père était encore vivant, participer à l'activité du père dans la chambre du roi. Alors qu'est-ce que c'est qu'être tapissier valet de chambre du roi? C'est expliqué dans un ouvrage qui date, là en l'occurrence, des années 1660, mais il est reproduit chaque année depuis les années 50 à peu près de façon identique, et il décrit tout ce qui est le service du roi, c'est-à-dire la maison du roi, la chambre du roi, et dans la chambre du roi, il y a les tapissiers. Et ici, on voit précisément que pour l'année 1668 ou 69, je ne sais plus quelle est l'année j'ai choisi, mais ça ressemble à peu près, c'est toujours les mêmes pages, ça ressemble après, nous avons Jean Poquelin et son fils à survivance. Et pourquoi? Eh bien, il y a écrit en janvier. Ça veut dire que Jean Poquelin, avec un autre tapissier, assume le service du 1er janvier au 31 mars tous les ans. Parce qu'en fait, il faut savoir que les charges au XVIIe siècle, la cour, enfin le roi, le trésor royal, il y a toujours besoin d'argent. Lorsqu'il y a une charge dans la maison du roi, eh bien, régulièrement, elle est divisée en deux, c'est-à-dire qu'on en vend la moitié. Et évidemment, ça fait qu'il y a un deuxième titulaire. Évidemment, c'est de la cavalerie sur le plan financier, puisque ensuite, il faut évidemment verser chaque année les émoluments concernant cette charge. Et du coup, il y a non pas un tapissier, valet de chambre du roi, non pas 2, mais 2 fois 4. Il y a 4 trimestres, il se relaie donc 2 chaque trimestre. Molière et l'autre tapissier et son père sont pour le premier trimestre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quartier, le quart de l'année de janvier. Ça veut dire quoi être tapissier valet de chambre du roi? Ça veut dire tout simplement, apparemment, c'est très simple. On veille sur le mobilier de la chambre du roi. Et pour veiller sur ce mobilier de la chambre du roi, chaque matin, les 2 tapissiers entrent dans la chambre du roi vers 8h15, une fois que le roi est sorti de son lit et s'est assis sur son fauteuil, qu'on lui chausse ses mules, et avant qu'il passe sur ce qu'on appelle la chaise d'affaires. Vous savez ce que c'est, la chaise d'affaires? Ou, vous savez qu'il reçoit des gens tout en étant assis sur sa chaise percée, ce qu'on appelle la chaise d'affaires. Et donc, c'est à ce moment-là que Molière entre avec l'autre tapissier, et ils se mettent à refaire le lit du roi en même temps que 2 valets de chambre ordinaires font le haut du lit du roi. Pourquoi sont-ils 2, ces valets de chambre tapissiers? Parce que lorsque le roi part en campagne, et tout ça c'est expliqué dans ce livre, qui s'appelle L'État de la France, lorsque le roi part en campagne, ou bien lorsque le roi, par exemple, quitte son palais des Tuileries ou du Louvre ou de Versailles, etc., pour aller à Fontainebleau, passer les vacances, eh bien, il va faire des étapes.
Et ce qui veut dire que la veille du départ du roi, il y a un tapissier qui part avec une chambre du roi, c'est-à-dire exactement la même chambre que celle dans laquelle dort le roi ce jour-là. Il va à la première étape avec la chambre du roi, accompagné évidemment par des valets, des ménageurs, etc. Et puis, quand le roi arrive le soir dans cette chambre, eh bien, il y a un deuxième valet de chambre qui part à l'étape suivante, et ainsi de suite. C'est pour ça que les valets de chambre tapissiers sont deux, parce qu'ils ont la charge de la chambre du roi. Il faut que lorsque le roi arrive dans une étape, il retrouve très exactement sa chambre. Et donc, évidemment, c'est une charge prestigieuse, c'est une charge qui permet l'accès au roi. Évidemment que si ce n'est pas Molière, si ce n'est pas une célébrité comme va devenir Molière, le roi ne se tourne pas vers le tapissier valet de chambre lorsqu'il est sorti de son lit. Mais lorsqu'il s'agit de Molière, qui donc, un trimestre par an, est présent auprès du roi, puisqu'il n'est pas loin de là, puisqu'il refait le lit, eh bien, le roi peut se tourner et faire un léger signe à Molière pour qu'il s'approche. Et Molière, je précise, il est habillé avec une magnifique livrée, une livrée bleue avec un galon rouge, comme on le voit sur l'image là. Et ce galon est lui-même avec des filaments dorés et argentés qui donnent la couleur blanche, ce qui fait qu'on a les trois couleurs de la monarchie depuis le XVIe siècle, le rouge, le blanc et le bleu. Et donc, revêtu de cette sorte d'uniforme, de ce qu'on appelle une livrée, de cette livrée, eh bien, évidemment, il a ses entrées partout. Et lorsqu'il n'est pas de service, c'est-à-dire en avril, en mai, en septembre, il peut très bien quand même s'approcher de l'antichambre et rentrer par les appartements de derrière lorsqu'il revêt cette tenue qui est celle des officiers de la maison du roi. On va voir au passage que ça a de l'importance, cette proximité possible et régulièrement affichée par le roi entre le roi et Molière. Alors, quelques mots maintenant sur ce qui se passe à partir de 1643. Eh bien, dans les années jusqu'à ce que Molière commence à faire du théâtre à partir de 1643. Il se trouve que la quasi-totalité des autres auteurs de théâtre du XVIIe siècle sont des jeunes gens, à l'origine, qui ont fait des études à l'université, enfin sur la montagne Sainte-Geneviève, d'abord dans un collège de l'université, puis dans une des facultés de l'université, et qui ont commencé par écrire des poésies, et en élargissant leur travail, ils ont écrit ce qu'on appelait à l'époque de la poésie dramatique, c'est-à-dire du théâtre. C'est-à-dire ce sont des hommes, comme on dit, des hommes de cabinet, qui travaillent dans leur cabinet de travail, et qui produisent des œuvres dans leur cabinet de travail. Molière, il a le même parcours. On l'envoie dans un excellent collège de l'Université de Paris, donc dans le quartier latin. Il est destiné, manifestement, comme c'est l'aîné de la famille, il a un jeune frère qui est destiné à reprendre, évidemment, plus tard, la fonction ou la boutique de tapissier. Et lui, il est destiné, comme toujours dans les familles en ascension, à devenir celui qui va franchir une étape supplémentaire. Donc on la voit faire des études de droit dans une université où on enseigne le droit civil, c'est-à-dire à Poitiers ou à Orléans. En l'occurrence, lui, il va à Orléans, puisqu'à Paris, on n'enseignait que le droit religieux, ce qu'on appelle le droit canon. On l'envoie donc faire des études de droit pour probablement qu'il devienne magistrat ou avocat, avec toutes les possibilités ensuite qui sont ouvertes à un magistrat ou un avocat. Et il se trouve qu'en janvier 1643, il renonce à tout, il abandonne tout, pour se jeter dans le théâtre, mais pas comme les autres jeunes gens qui ont fait des études et qui se mettent à faire du théâtre écrit dans leur cabinet de travail selon des modèles déjà reçus de leurs prédécesseurs. Lui, il se jette dans le théâtre vivant en devenant acteur. Et on va voir que ça a une importance puisque toute l'écriture de Molière est dictée par ce contact de la pratique même du théâtre. Alors, quel est le statut des comédiens à ce moment-là? Il faut savoir que les statuts des comédiens, depuis l'Antiquité, particulièrement depuis l'Antiquité chrétienne, et c'est réaffirmé dans ce qu'on appelle le droit canon, justement, le droit canon du Moyen-Âge considère les comédiens comme des gens infâmes, c'est-à-dire une sous-catégorie de la société, pas dignes de recevoir les sacrements au moment de leur mort, sauf s'ils abjurent le métier de comédien, et pas dignes de témoigner en justice parce qu'ils sont déclarés infâmes, au sens juridique du terme. Infâme, ça veut dire absence de réputation. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas témoigner, ils sont infâmes. Et il se trouve que cette réputation les poursuit, même lorsqu'à partir du milieu du XVIe siècle, ils jouent de moins en moins souvent des farces licencieuses, mais se mettent à jouer du théâtre, inspiré du théâtre de l'Antiquité, avec une haute teneur morale
et même quelquefois philosophiques. Et c'est à ce moment-là, malgré tout, ils sont poursuivis. Alors ça varie d'une paroisse à l'autre, hein. Tous les curés ne sont pas hostiles de la même manière au théâtre. La papauté à Rome, elle est très favorable au théâtre. Les jésuites, qui ont des collèges d'enseignement dans chaque ville importante, et notamment à Paris, le fameux collège de Clermont, qui va devenir le collège Louis le Grand en 1682, et qui est aujourd'hui le lycée Louis le Grand, rue Saint-Jacques à Paris, a hérité, c'est sur le même endroit. Eh bien, ils ont même une pratique pédagogique qui font que dans la classe de première ou classe de rhétorique, eh bien, ils font apprendre une pièce de théâtre composée par leur régent, leur professeur. Et donc, le théâtre pour les jésuites, c'est même un instrument pédagogique. Donc, on voit que ça change selon les paroisses, selon les ordres religieux, selon les catégories religieuses. Mais toujours est-il que malgré tout, ils sont officiellement poursuivi par cette réputation d'infâme. Et c'est la raison pour laquelle Louis XIII, en 1641, c'est le texte qui est affiché, promulgue un édit. Il faut savoir que ce n'est pas Louis XIII qui a eu l'idée de ça, c'est son principal ministre, comme on l'appelait à l'époque, qui s'appelle le cardinal duc de Richelieu, qui était fanatique, adorateur de théâtre. Il a inspiré des pièces de théâtre. Vous allez voir tout à l'heure qu'il a même fait construire une salle de théâtre dans son palais, qu'on appelait le palais cardinal, et bien qui est évidemment fait rédiger par leurs juristes ce texte qui va être promulgué par Louis XIII officiellement, dans lequel on réhabilite les comédiens à la condition qu'ils exercent leur métier honnêtement et qu'ils représentent des pièces de théâtre jugées les plus honnêtes possibles et les moins licencieuses possibles. À ce compte-là, ils seront dignes d'être reçus parmi les citoyens, en quelque sorte, égaux à d'autres citoyens français de l'époque. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir que c'est juste 2 ans avant que Molière se jette dans le métier et donc, et notamment constitue une troupe qui s'appelle l'Illustre Théâtre, dont je vais parler maintenant parce que vous allez voir que le rapport avec l'argent, il est très important dans cette troupe. En effet, ce qu'on voit ici, le 30 juin 1643, Molière et plusieurs compagnons concluent devant notaire, tout se faisait devant notaire à l'époque, concluent devant notaire un contrat de société donc pour constituer un groupe de théâtre qui s'appelle l'Illustre Théâtre. Alors évidemment, heureusement, on a conservé dans des archives, ce texte a disparu, mais il a été heureusement recopié au XIXe siècle, c'est la totalité de ce contrat, et l'on voit que donc Jean-Baptiste Poquelin, Denis Bey et d'autres personnalités, Joseph Béjart, etc., donc il y a tout un groupe de la famille Béjart, dont la belle Madeleine Béjart, de 4 ans l'aînée de Molière, qui à ce moment-là va devenir ou est déjà devenue sa maîtresse. En tout cas, avec le groupe de Béjart et quelques autres, ils constituent une troupe de théâtre et ils sont assez gonflés, si je puis dire, pour se lancer directement à Paris. Il se trouve qu'à Paris, il n'y a que 2 théâtres permanents, parce que le public de théâtre est étroit, et que tous les autres jeunes gens ou les autres comédiens, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se constituent en troupes itinérantes qui traversent les différentes régions de France. Il y a une centaine de troupes itinérantes qui donc se forment pendant le relâche de Pâques, c'est-à-dire la période du carême, comme nous sommes en ce moment dans le carême, hein, après le Mardi Gras. Eh bien, ils se constituent à ce moment-là et ils partent après Pâques, lorsque les théâtres sont autorisés à rouvrir sur les routes. Donc, il n'y a que 2 salles de théâtre. Alors, pour pouvoir se lancer et oser faire une 3e troupe de théâtre, eh bien, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir des connaissances qui vont fournir de nouvelles pièces de théâtre de façon à pouvoir offrir des pièces originales par rapport aux 2 autres théâtres et des capitaux. Parce que ça coûte cher de fabriquer un théâtre, comme je vais essayer de le montrer. Le premier théâtre, donc, on voit 12 septembre 1643, il passe le bail d'un jeu de pommes, le jeu de pommes des métayers qui est au bas de la rue de Seine, tout près de la Seine et assez près du Pont-Neuf. Je vais vous présenter dans un instant la caractéristique. Donc, sur ce plan de Paris approché, vous avez à gauche, vous avez toujours le quartier des Halles, hein, avec ici le Pont-Neuf. Ici, du Pont-Neuf, on voit une rue qui passe qui s'appelle la rue de l'Arbre Sec. C'est au bout de la rue de l'Arbre Sec que Molière est né. Et
il loue ici, au bas de la rue de Seine, tout en bas de la rue de Seine, un jeu de pommes, le jeu de pommes des métayers. Il se trouve qu'il y a 6 jeux de pommes qui sont enfilés à ce moment-là. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, il y a encore près de 200 salles de jeux de pommes dans Paris. Les Français étaient très sportifs à l'époque. Depuis le XVe siècle, le jeu de pommes est le jeu à la mode en France. Il s'exporte à l'étranger d'ailleurs, puisque les Anglais ils vont adopter ce jeu-là. Et il se trouve que lorsque les Français disent, au moment du lancer de balle, celui qui a la balle dit à l'autre « tenez », mais à l'époque, quand on parle à voix haute, de façon publique, on prononce les consonnes finales, ils disaient « tenez ». Et les Anglais, ils adoptent un jeu qu'ils vont appeler le tennis. Et le tennis, vous comprenez à quoi ça a donné naissance, ce qu'eux-mêmes continuent à appeler non pas le tennis, mais le tennis, ce qui était à peu près la déformation minime de le tennis de l'époque. Et donc, dans une salle de jeux de pommes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on aménage la salle de jeux de pommes. Il faut savoir que les 2 théâtres existants dans Paris à ce moment-là, ce sont des salles rectangulaires. L'un des 2, il y en a un qui est dans le quartier des Halles qui s'appelle l'Hôtel de Bourgogne. C'est un rectangle de 34 mètres de long sur 12 de large. Et l'autre qui s'appelle le Théâtre du Marais, rue Vieille du Temple, c'est quoi? C'est un ancien jeu de pommes. C'est un rectangle de 34 mètres de long sur 12 mètres de large. Et qu'est-ce qu'on fait donc lorsqu'on a un jeu de pommes? Eh bien, on le transforme, comme vous voyez ici, sur les images qu'on a représentées. Vous avez des ouvertures. Là, on joue à la pomme, et là, on est en train de transformer la salle. On bouche les ouvertures en haut, on construit un échafaud, une scène au fond, d'un côté. On commence à construire, on enlève la coursive avec son toit. Vous savez, quand on joue à la pomme, on peut utiliser le toit pour renvoyer la balle à l'adversaire, ce qui fait des effets, évidemment, des tromperies. On utilise le toit, on l'enlève et on construit ici des rangs de loges. Et si on continue à l'étape suivante, on met un cadre de scène, on met un deuxième rang de loges. Et qu'est-ce qu'on a, évidemment? On a, à ce moment-là, une salle de spectacle avec des spectateurs qui sont debout ici au parterre devant la scène, des spectateurs qui sont assis sur le rang de loge. Ici, tout au fond, vous voyez, il y a les acteurs, et à gauche et à droite, les personnalités les plus en vue étaient assises sur la scène même de part et d'autre des acteurs. Et si on prend le côté inverse, on s'aperçoit que, excusez-moi, c'est ici le côté inverse, à droite, sur l'image de droite. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que derrière les spectateurs du parterre debout, on a ce qu'on appelle l'amphithéâtre, c'est-à-dire des gradins derrière. Voilà. Et donc, je reviendrai tout à l'heure, on va retrouver ces mêmes images tout à l'heure parce que je vais détailler le prix des places, puisque c'est comme ça que les comédiens font leur argent. Alors, quand je disais que vous vous rendez compte que pour aménager ça, ça coûte très cher. Il faut avoir des capitaux. Il se trouve que Molière utilise ces capitaux, l'héritage de sa mère qui est morte lorsqu'il avait 10 ans. Donc il récupère la partie qui lui revient de l'héritage de sa mère. Les Véjart, ils mettent en hypothèque leur maison de la rue de la Perle dans le quartier des Halles. Et on se lance, on aménage tout ça et ça coûte évidemment très cher. Mais derniers aménagements, 28 décembre, vous voyez, le théâtre va ouvrir le 1er janvier. Eh bien, on fait même aménager le devant du théâtre par un spécialiste d'un carreleur spécialisé, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la suite de... C'est un paveur hein, dans la suite de l'aventure, puisqu'il va rester très proche de la famille de Molière et de ses amis. Et on fait donc aménager à grands frais l'esplanade qui est devant le jeu de pommes des métayers, qui est en train de devenir l'illustre théâtre, parce qu'il faut que les carrosses puissent pouvoir tourner après avoir déposé les personnalités les plus importantes. Et donc, il faut que tout soit non pas de la boue, mais un beau pavage. Et donc, le 1er janvier 1644, l'illustre théâtre ouvre. Alors, comment ça fonctionne un théâtre sur le plan financier? Eh bien, il se trouve que vous avez donc, comme je vous l'ai montré, vous avez différentes catégories de places. Les moins chères sont les places qui sont celles du parterre, debout au parterre. Le prix d'une place, en temps normal, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit pas d'une création, lorsqu'il ne s'agit pas d'une nouveauté, d'une première, le prix des places, c'est 15 sous. Alors, qu'est-ce que c'est que 15 sous? Il faut se mettre dans la tête le système monétaire de l'époque, dont l'unité de base, c'est la livre ou le franc. On n'utilise presque jamais le terme de franc. L'unité de base, c'est la livre. La livre, elle est équivalente à 20 sous. Après, il y a les deniers, mais on ne les compte pas là, dans le prix des places. Donc, la livre, il y a 20 sous. Donc, ce qui veut dire que
une place de théâtre debout au parterre, la moins chère, c'est 3/4 d'une livre. Mais lorsque c'est une nouveauté, le prix des places du parterre est doublé. Ça veut dire 30 sous. Donc 30 sous, 1,5 livre. Et quand vous savez que le petit peuple des manœuvres, des ouvriers, des lavandières, des lingères, etc., touche à peu près 50 à 60 livres par an, vous imaginez bien que l'image de Molière, auteur populaire écrivant pour le peuple, c'est une image qui a été inventée au XIXe siècle, qui n'a aucune réalité au XVIIe siècle. Le peuple, celui qui est debout là au parterre, ce sont ce qu'on appelle plaisamment le peuple des marchands de la rue Saint-Denis. Le peuple, ce sont les bourgeois, la bourgeoisie commerçante. C'est d'ailleurs elle qui va faire la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, et qui va s'appeler le peuple. Et à l'époque, on distingue le peuple et la populace. Et donc, le peuple, c'est les riches marchands qui se payent donc des places à 1,5 livre pour les créations, qui viennent avec leurs femmes souvent le dimanche, donc et qui se mettent dans les deuxièmes loges qui sont à 1,5 livre la place. Et voilà. Et donc ensuite, donc, comme je disais, les places les moins chères après celles du parterre, debout, ce sont les deuxièmes loges, le deuxième rang de loges, donc au deuxième étage, qui sont à 1,5 livre, quel que ce soit une pièce nouvelle ou une reprise. Ensuite, vous avez derrière au fond les gradins de l'amphithéâtre, où là, c'est la bourgeoisie instruite, la bourgeoisie du Parlement, qui paye 3 livres pour être installée confortablement derrière le parterre. Et ensuite, vous avez les premières loges ici, premier rang de loge, où le prix des places est entre 5,5 livres et 6 livres. Et de même que les places qu'on appelle les places du théâtre, c'est-à-dire sur le théâtre, c'est-à-dire sur la scène, où il y a une quarantaine d'hommes, les plus à la mode, parce que pour eux, ce qui compte, c'est moins de voir la pièce que d'être vu de tout l'ensemble du public, qui payent eux aussi 5,5 livres à 6 livres, place non doublée lors des premières, sauf lorsqu'il s'agit d'une première exceptionnelle, comme par exemple le 5 février 1669, pour Tartuffe, enfin autorisé après 5 ans d'interdiction, eh bien, on va s'écraser, jamais on va avoir autant d'argent qui va entrer dans les caisses du théâtre, plusieurs milliers de livres, 2900 livres pour cette création, ce qui signifie que toutes les places ont été doublées. Donc voilà, et alors évidemment, comment ça fonctionne après ? Il se trouve que comment les comédiens se rémunèrent ? Eh bien, ils se rémunèrent une fois qu'on a déduit les frais de chaque représentation. C'est-à-dire que la caisse est faite de telle sorte qu'on récolte la totalité de la recette et ensuite on enlève ce qu'on appelle ici les frais ordinaires et, dans certains cas, les frais extraordinaires. Il se trouve que là, j'ai pris l'exemple d'une pièce qui est une comédie-ballet, qui s'appelle Le mariage forcé. Qui dit comédie-ballet dit musicien et danseur, c'est-à-dire des frais supplémentaires parce qu'il faut payer les musiciens et les danseurs. Et donc, tout ça, ça rentre dans les frais extraordinaires. Et puis ensuite, vous avez donc, dans le cas d'un magnifique spectacle, il y a en outre, il faut payer le monsieur qui s'appelle Beauchamp, c'est-à-dire le maître de ballet, le chorégraphe en quelque sorte. Et puis, quelquefois, il y en a un qu'il faut payer aussi qui s'appelle Baraillon, c'est celui qui est le costumier. Eh bien, quelquefois, il faut payer en plus le costumier lorsque le ballet, comme celui du mariage forcé, suppose des costumes magnifiques, notamment des costumes de bohémiennes et de bohémiens, ce qu'on appelait au XVIIe siècle les égyptiennes et les égyptiens, qui sont des costumes bariolés, comme on voit dans certaines gravures, et donc ça coûte cher. Et donc, c'est ça que l'on déduit. Alors, si on s'amuse à regarder comment gagnent de l'argent les acteurs, eh bien, il faut savoir que si on regarde en 1659, lorsque la troupe va revenir à Paris, je vais parler du voyage, enfin de la faillite, du voyage, mais donc je fais une petite avancée sur la troupe à Paris pour vous montrer en fait comment fonctionne la troupe. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir eu un des membres de la troupe de Molière engagé en 1659, qui s'appelle Lagrange, qui a eu l'idée 25 ans plus tard de noter sur un cahier, qu'on va appeler plus tard le registre de Lagrange, ce qu'il appelle lui un extrait des recettes et des affaires du théâtre, c'est-à-dire qu'il a pris
chaque registre annuel qui détaille la pièce, la date, la recette, les différents frais ordinaires ou extraordinaires qui en interviennent, etc., etc. Et lui, il a fait ça sur une seule ligne. Il prend, vous voyez, par exemple, vous avez la troupe recommencer après Pâques, ici, le 14 avril, on a joué au Louvre les visionnaires pour le roi, pas de recette, parce qu'il y a dû y avoir une bourse qui se sont partagées immédiatement. Et puis le mercredi 30 avril, Jodelet ou le Maître Vallée, reçu en tout 155 livres, ce qui est absolument dérisoire, hein, et partagé, chacun, on arrive à 8 livres et quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comment sont rémunérés les acteurs? Ils sont rémunérés de manière très simple. La recette déduite des frais, qu'est-ce qu'il reste? Il reste autant une somme d'argent qu'on va diviser en autant de parts qu'il y a d'acteurs. Chaque acteur, même les plus mauvais, ils ont droit à une part. Généralement, ils sont engagés ce qu'on appelle à part entière, d'où l'expression, c'est de là qu'elle vient. Et puis lorsqu'en 1680, c'est-à-dire 20-30 ans plus tard, va être fondée la troupe de la Comédie Française par fusion des 2 dernières troupes existantes de Paris, dont celle de Molière quelques années après sa mort, eh bien, ils vont être si nombreux que les acteurs les moins bons vont être engagés à demi-part, quelquefois à quart de part. Mais là, aussi bien pour l'illustre théâtre dans les années 44-45 que lorsque Molière revient, que tout le reste du temps, et notamment lorsque Molière revient à Paris avec sa troupe en 1658 et pour les années suivantes, on a ce système-là. Ils sont, vous voyez, la troupe comporte 12 parts, à savoir, et là il détaille, le sieur Molière, Béjart l'aîné, Béjart cadet, Debry, Lépie, etc. Et puis à droite, Mademoiselle Béjart, Mademoiselle Debry, Mademoiselle Hervé, qui est une Béjart elle aussi, et Mademoiselle Ducroisy, voilà. Et donc, on divise la recette en autant de parts qu'il y a d'acteurs. Donc c'est très intéressant aussi pour voir pour quelles raisons Molière vit dans un milieu où qui considère qu'il y a une sorte d'égalité entre les hommes et les femmes parce que eh bien, chacun a voix au chapitre, a voix au partage de l'argent et a voix au chapitre pour les décisions importantes de la troupe. Je précise au passage que les comédiens, dans certaines périodes, vont gagner beaucoup d'argent. Molière va être très riche. Certains comédiens roulent carrosse parmi les 2 ou 3 troupes parisiennes permanentes. Et je vais revenir sur cet argent qui rentre aussi bien à l'occasion de la province dans un instant. On peut devenir très riche parce que quand les pièces ont du succès, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et inversement, lorsqu'une pièce n'a pas de succès, évidemment, on se partage des misères. Et voilà cette fluctuation permanente. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la troupe de l'illustre théâtre ouvre son théâtre donc au bas de la rue de Seine le 1er janvier 1644. Il se trouve que ça marche, que l'argent rentre pour une raison très simple. C'est que, alors même que le public de théâtre était étroit, et comme je vous l'ai dit, c'était un gros pari très risqué qu'ils ont pris en créant une 3e troupe permanente à Paris, mais il se trouve que le 15 janvier, le théâtre du Marais Rivière du Temple brûle de fond en comble, que la salle va rester fermée pendant plusieurs mois, et que du coup, le public parisien, les 3 publics de théâtre parisiens de ce moment-là, eh bien, ils se partagent entre l'Hôtel de Bourgogne, rue Mauconseil, quartier des Halles, et la rive gauche, à côté du Pont-Neuf, au bas de la rue de Seine, où est installé l'illustre théâtre, la troupe de Molière et de ses amis, parce que ce n'est pas encore Molière le patron officiel comme il le sera 15 ans plus tard au cours des pérégrinations. On va le voir, des pérégrinations en province, puis du retour à Paris. Donc, du coup, on le voit que le vent en poupe, puisqu'ils engagent, malgré toutes les dettes qu'ils ont, enfin d'investissement qu'ils ont, ils engagent un danseur qui est un sauteur en même temps, le 28 juin 1944, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils peuvent se permettre de faire des engagements. Ils ont déjà évidemment engagé, entre-temps, un groupe de musiciens, puisqu'au XVIIe siècle, lorsqu'on joue une pièce en 5 actes, la pièce, elle est constamment interrompue par des morceaux de musique. On fait une ouverture en musique. À la fin de l'acte 1, il y a 3 morceaux, un rapide, un lent, un rapide. À la fin de l'acte 2, pareil. À la fin de l'acte 3, pareil. Donc le système alterné. Donc on a besoin d'avoir un groupe de 4 violons, comme on dit, c'est-à-dire 4 tessitures de violons, 4 hauteurs de violons différentes, depuis la viole
la basse jusqu'à l'alto, et donc 4 violons qui accompagnent, et évidemment qu'il faut payer à chaque représentation. Novembre 1944, le vent a tourné. Depuis le 15 octobre, le Théâtre du Marais a rouvert. La salle est neuve de fond en comble. Elle est très bien équipée avec des machines pour faire des effets spéciaux. Et du coup, le public, comme ça redevient la salle à la mode, le public se repartage entre les deux salles de la rive droite, l'Hôtel de Bourgogne et le Théâtre du Marais, et déserte la rive gauche. Et donc, quand les dettes commencent à s'accumuler, on le voit bien, ils passent un accord entre eux pour que tout l'argent rentre, aille précisément au paiement des dettes et pour exiger que si un comédien veut partir, eh bien, il ne sera pas remboursé de son investissement, donc il faut absolument payer les dettes. Mais le problème, c'est que le public ne vient pas et que donc ils vont changer de lieu, ils vont abandonner la rive gauche, ils vont passer sur la rive droite, ouvrir un nouveau jeu de paume avec de nouveau des frais considérables, démontage et remise en état du jeu de paume des métayers rue de Seine, transport de tout le matériel, aménagement de la même manière de la Croix-Noire. Alors évidemment, toute la charpenterie est transportée, mais malgré tout, ça coûte beaucoup d'argent. Et ils passent donc un bail le 19 décembre et ils ne vont finir d'aménager leur théâtre qu'à la fin de janvier. Il est installé, la Croix-Noire, ici, c'est-à-dire là, vous voyez ici qu'à l'époque, l'île Saint-Louis était une île, en fait, c'était une série de 2 îles qui n'avaient pas été rattachées l'une à l'autre. Et le jeu de paume de la Croix-Noire, il est sur le port Saint-Paul, ici, sur le bord, voilà, et avec une entrée d'un côté et une entrée de l'autre. Le problème, c'est que le public ne vient pas. On a le témoignage du concierge du théâtre qui n'est pas payé, on a le témoignage du bailleur qui ne reçoit pas son loyer, et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils sont incapables de payer, les scellés vont être mis sur le théâtre à partir de février, juste après leur ouverture, et il va y avoir donc une assignation en justice, et la seule chose qui va leur permettre d'échapper à l'assignation, c'est qu'au mois d'avril, ils ont suivi leur protecteur, monsieur Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII, qui est mort depuis quelques mois, depuis 2 ans maintenant, donc l'homme le plus puissant du royaume. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'il les a autorisés à porter le titre de troupe de son Altesse royale, entre les doigts de Gaston d'Orléans, des centaines de milliers de livres glissent chaque mois, puisqu'il est l'homme le plus puissant et le plus riche de France, et je répète, il est lieutenant général du royaume, tandis que Anne d'Autriche, au nom de son fils Louis XIV, exerce la régence appuyée par le cardinal Mazarin, principal ministre, et qu'il ne va pas lever le petit doigt pour cautionner sa troupe. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il l'emmène au printemps, donc prendre les eaux de Bourbon, et que pendant ce temps-là, ils échappent à la convocation en justice, mais ils vont être rattrapés, puisque le 2 août, Molière va faire quelques heures en prison parce qu'il était caution pour un prêt de ils avaient mis des rubans en gage auprès d'une femme qui prêtait en échange de cela, et du coup elle proteste, elle ordonne de faire emprisonner Molière qui est le répondant. Il va passer quelques heures en prison parce qu'on va évidemment l'élargir quelques heures plus tard après sa supplique, parce qu'effectivement on ne doit pas mettre quelqu'un en prison pour si peu. Il en sort donc le 2 août, et grâce notamment au cautionnement en outre de Léonard Aubry, le paveur qui avait pavé le devant du théâtre le 28 décembre 1643 avant l'ouverture, et le 4 août, 2e séjour en prison de Molière pour quelques heures, c'est la fin. On est donc 2e semestre 45, la troupe essaie de partir en tournée, on a un contrat avec un groupe de voituriers pour transporter vers Nantes les bagages du théâtre illustre, comme c'est noté, et puis plus rien. Ce qu'on retrouve, c'est à partir de 1646, donc Pâques 1646, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment Pâques où les troupes, après 3 semaines de fermeture des théâtres, les troupes se sont soit affirmées, soit défaites, dissoutes et reconstituées. Il se trouve que la troupe d'un des plus puissants seigneurs du royaume, le gouverneur de la Guyenne, l'Aquitaine actuelle, le duc d'Épernon, qui a une troupe de théâtre, comme les princes du sang, comme certains princes du sang en Europe, et notamment en France, on va y revenir, part avec sa troupe, dirigée par un certain Charles Dufresne, et Dufresne a convaincu le duc d'Épernon d'engager dans la troupe 4
acteurs issus de cette défunte troupe qui s'appelait l'Illustre Théâtre, l'une qui s'appelle Madeleine Béjart, qui s'est révélée comme étant la meilleure actrice tragique du temps que le Théâtre du Marais a voulu engager, mais elle n'a pas voulu. Pour quelle raison? Parce qu'elle avait une condition: je veux bien être engagée, à condition qu'on engage mon frère aîné Joseph, ma sœur cadette Geneviève et mon amant Molière. Et donc, le duc d'Épernon et Charles Dufresne disent banco, et c'est ainsi qu'à partir de Pâques 1646, du lendemain de Pâques 46, ils partent sur les routes vers la Guyenne. Par exemple, on a en 46, dès le 12 mai à Nantes, on a un contrat avec des voituriers pour le transport des bagages. Et là, il faut bien s'imaginer ce que représente financièrement le déplacement d'une troupe de ce type. Les troupes prestigieuses, lorsqu'elles se déplacent, elles n'ont pas, comme dans les images d'Épinal où l'on voit quelquefois des comédiens qui sont assis à plusieurs sur une charrette traînée par un pauvre cheval ou un pauvre bœuf. Et en vérité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ils voyagent confortablement dans des carrosses. Dès qu'il y a des cours d'eau, ils voyagent dans des coches d'eau et ils passent des contrats avec des voituriers pour s'occuper de leurs bagages, des décors et tout le reste. C'est-à-dire que les troupes prestigieuses, c'est des troupes qui vivent très confortablement. Alors, ils vont jouer un peu partout en Guyenne, notamment dans le château, dans la résidence personnelle du duc d'Épernon, le château de Cadillac, mais ils vont ensuite s'écarter de la Guyenne à l'invitation des proches de Gaston d'Orléans. Gaston d'Orléans, donc le frère du roi défunt, il est en outre gouverneur de Languedoc, de cette énorme et très riche province du Languedoc, et qui est dirigé par 3 lieutenants généraux de Gaston, qui ont bien connu à la cour de Gaston d'Orléans cette troupe. Et donc, ils font venir la troupe de Molière et du duc d'Épernon dans le Languedoc, et c'est à partir de là que, grâce à l'un des lieutenants généraux le plus avisé d'entre eux, qui est en même temps donc gouverneur du Haut-Languedoc et gouverneur de Montpellier, qui a l'idée de leur faire inaugurer les séances des États, ce qu'on appelle les États du Languedoc, c'est-à-dire les États généraux du Languedoc, puisque le Languedoc est une ancienne province qui a gardé certains de ses privilèges, notamment celui de voter son budget et de voter l'impôt au roi, ce qu'ils appellent le don gratuit au roi. Il se trouve que l'intendant du roi, évidemment, fixe une barre très haute. Pour le Languedoc, c'est souvent 1 million de livres que les députés aux États généraux, donc les 3 types de députés, noblesse, clergé et tiers-État, votent évidemment un budget qui monte à 600 000 ou 650 000 livres et que ça va être une négociation de plusieurs semaines pour arriver à que ce don gratuit soit exactement la correspondance de ce que réclame l'intendant du roi, 1 million de livres. Mais toujours est-il que pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont en train, enfermés dans telle ou telle ville qui les accueille à tour de rôle, une petite ville comme Pézenas, comme l'image que j'ai montrée, ou bien une grande ville comme Montpellier, à tour de rôle. Donc, pendant plusieurs semaines, quelquefois plusieurs mois, les députés sont sièges. Et pour les distraire, eh bien, évidemment, l'un des principaux moyens de distraction, c'est le théâtre. Et l'un des protecteurs de Molière, le comte d'Aubijoux, eh bien, c'est lui qui, le premier, en 1647, invite la troupe à l'occasion de sa propre intronisation comme lieutenant général du Haut-Languedoc. Et du coup, c'est lui qui ouvre les États généraux du Languedoc et qui met en place un système qui fait que la troupe de Molière, pour l'instant de Dufresne qui appartient au duc d'Épernon, à laquelle Molière et les Béjart sont rattachés désormais, eh bien cette troupe va recevoir chaque année une subvention des États du Languedoc pour jouer gracieusement pour eux. C'est-à-dire qu'au lieu de payer la place, les députés, eh bien ils entrent gratis, mais en échange, ils donnent une subvention. Et on comprend comment, en quelques années, grâce à cette subvention, plus évidemment aux représentations qu'ils vont donner dans les châteaux, dans les grandes villes, où il y a des jeux de pommes, bien évidemment, dont certains sont en permanence aménagés en théâtre, eh bien l'argent rentre et les dettes, en quelques années, les dettes accumulées par l'illustre théâtre sont remboursées et la troupe peut commencer à voir des jours meilleurs, alors qu'on oscille donc entre le Languedoc et la vallée du Rhône, d'Avignon à Lyon, peut-être jusqu'à Marseille, mais on n'a pas de traces d'archives comme quoi la troupe de Molière est allée jusqu'à Marseille. On sait que d'autres troupes y sont allées, donc il est probable qu'ils sont allés. Et il se trouve qu'à ce premier portrait de Molière
en costume d'acteur de tragédie. Il interprète là le rôle de César dans une pièce de Corneille qui s'appelle La mort de Pompée, a été peint par l'un des plus grands peintres de l'époque, qui s'appelle Nicolas Mignard, qui à ce moment-là, il vivait à Avignon tout simplement parce que comme tous les peintres de l'époque, il était parti avec son frère cadet, encore plus célèbre que lui, Pierre Mignard, pour Rome. Pierre Mignard va rester à Rome pendant 20 ans jusqu'à ce que Louis XIV le rappelle en 1658, 57-58. Et Mignard, lui, il fait étape à Avignon, puisque quand on descend le Rhône, on s'arrête souvent à Avignon. Il rencontre une belle Avignonnaise, il l'épouse. Il se trouve que le père de l'Avignonnaise, il possède un jeu de pommes. Et c'est dans ce jeu de pommes, en fait, dont Mignard va devenir évidemment le propriétaire à la mort du beau-père, que la troupe de Molière, comme d'autres troupes de théâtre, s'arrête régulièrement pour jouer dedans. Et c'est cette occasion que des liens étroits vont se nouer entre les comédiens Molière et Nicolas Mignard, qui va donc représenter l'un des deux seuls portraits authentiques que l'on a de Molière. Le second portrait a été fait 10 ans plus tard par le frère aîné, Pierre Mignard, durant la période parisienne. Alors c'est la période où Molière commence à écrire ses premières pièces. On est à Lyon en 1656. Lyon est devenu le port d'attache à partir de 52-53 de la troupe. Et il crée la première pièce en 5 actes de Molière, L'étourdi ou les contretemps. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et puis, 1758, c'est la fin de la route. Pour quelle raison? Mais pour 2 raisons. L'un des protecteurs, le duc d'Épernon, depuis longtemps a cessé d'être le protecteur de la troupe. Les protecteurs officieux, qui étaient le comte d'Aubijoux et ses 2 autres lieutenants généraux du Languedoc, cèdent la place en 1653 à l'un des plus grands seigneurs du royaume, prince du sang, qui s'appelle le prince de Conti, le frère du grand Condé, cousin du roi, et qui, pour des raisons trop longues à raconter, est retiré dans son château de Pézenas, accueille la troupe, parce qu'il faut absolument se distraire quand on s'ennuie, et là, dans ce grand château, aujourd'hui il est tout petit, mais à l'époque il était très grand, avec sa cour de 200 personnes pour distraire, on fait venir des troupes de théâtre, et on adopte la troupe de Molière. Conti devient le protecteur de la troupe de Molière, sauf que Conti, avec le comte d'Aubijoux, quelques mois plus tard, il passe une nuit de débauche avec une prostituée qui les contamine l'un et l'autre. D'Aubijoux va mourir en 1656, Conti, il tombe malade, alors même qu'il va épouser quelques mois plus tard une nièce de Mazarin et qui va devenir la princesse de Conti à son tour. Ils en réchappent tous les deux, mais du coup, Conti a senti le vent du boulet, c'est-à-dire le risque de mourir, c'est-à-dire la nécessité de se convertir pour être net le jour où il apparaîtra devant Dieu. Et se convertir, ça veut dire renoncer à tous les plaisirs. Et le premier des plaisirs, le plus dangereux, parce qu'il détourne de l'amour de Dieu, c'est l'amour du théâtre. Et donc, la troupe de Molière n'a plus de protection. Les États du Languedoc, sur la demande de Conti, n'accordent plus de subventions. C'est plus la peine de rester dans le Languedoc. Et par chance, il se trouve que le théâtre du Marais s'est débandé. La salle est fermée depuis 1657. Et ils vont tenter une deuxième fois leur chance à Paris à partir de 1658. Alors, ils sont en résidence, ils préparent leur terrain pendant l'été en résidant à Rouen, qui est une ville, qui est une plateforme tournante pour tout, mais notamment pour les troupes de théâtre, qui n'arrêtent pas de sillonner l'ouest et le nord de la France et qui passent à Rouen. Il y a sur les 8 ou 10 jeux de pommes de la ville, il y a 2 qui sont aménagés en permanence en théâtre. Et c'est là que Madeleine Béjart loue la salle du Marais, fermée donc depuis 1 an, rue Vieille du Temple, parce que donc on prépare, la troupe de Molière se prépare, parce que Molière a pris le contrôle entre-temps de la troupe, se prépare à s'installer à Paris. Et le coup de chance, c'est qu'on ne va même pas avoir besoin d'utiliser cette salle, parce que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le jeune frère du roi Louis XIV, qui lui-même a 20 ans, eh bien, le jeune frère vient d'avoir 18 ans, c'est un prince du sang, c'est un des plus grands princes d'Europe, puisqu'on appelle Louis XIV le plus grand roi du monde. Eh bien, le frère du plus grand roi du monde doit avoir un château et une troupe de théâtre, comme les autres princes européens. Et on lui cherche une troupe de théâtre. Alors ici, j'ai donné un passage de la Gazette de France qui raconte comment on achète à un grand financier son château. Il s'appelle Dervart, ce banquier qui travaille avec évidemment le Trésor royal. On lui rachète son château, c'est le château de Saint-Cloud, pour le donner à monsieur qui est ainsi doté d'un château et qui va être donc doté en même temps d'une troupe, la troupe de
Monsieur, frère unique du roi, qui est donc à partir de 1658. Et du coup, l'avantage de cela, c'est que la négociation fait qu'on accepte bien sûr, bien volontiers, de devenir la troupe de Monsieur, mais il leur faut un théâtre, parce que la location du Théâtre du Marais est très chère, 3000 livres par an, c'est énorme, et donc on rompt le bail et on obtient une salle de théâtre qui est celle-ci, la salle du Petit Bourbon. Excusez-moi, il y a un terme qui est inutile là. Au Royal, c'est parce que j'ai fait un trafic avec des diapositives. Donc, 1658, 58, 60, on est dans la salle du Petit Bourbon. C'est une grande salle, un bâtiment royal qui est installé juste au bord de la Seine. Elle a été détruite parce qu'il a fallu tout raser pour agrandir le Louvre et pour laisser la place à ce qui est aujourd'hui la grande esplanade du Louvre en face de l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et c'est là que les comédiens vont jouer. Alors, il se trouve qu'il y a déjà une troupe de théâtre qui est installée dedans. C'est la troupe des comédiens italiens de Paris, parce que depuis les années 30, il y a une troupe de comédiens italiens à demeure à Paris, qui jouent en italien, qui affichent en français, mais qui jouent en italien. Et donc, ils occupent les 3 jours ordinaires de comédie, les mardis, vendredis, dimanches. Et la troupe de Molière, qui donc sont invités à partager le théâtre avec les Italiens, vont jouer lundi, mercredi, jeudi et samedi, les jours extraordinaires, c'est-à-dire les moins bons jours, mais comme ils jouent 4 jours, ça peut compenser. Et puis, de quoi est-elle constituée? Donc, vous voyez que la troupe, elle est constituée de 10 parts. Donc, il y a seulement au départ 10 parts à part entière, et un gagiste qui reçoit 2 livres par jour, et bientôt on va s'en débarrasser puisqu'à Pâques suivant, la troupe va s'agrandir un petit peu. Et donc la troupe reste donc au Petit Bourbon jusqu'en 1660. Date le 12 octobre, il y a un décret non aedificandi promulgué par Mazarin. Tout va être rasé, les comédiens sont chassés et heureusement on va leur donner une nouvelle salle qui n'était pas encore terminée d'être préparée. Parce qu'elle était quasiment en ruine, c'est celle du Palais Royal. Alors vous remarquez ici qu'il y a écrit « Le Palais Cardinal en la rue Saint-Honoré ». Le Palais Cardinal, pourquoi? Parce que c'est l'ancien palais de Richelieu qui, à sa mort, a légué son palais au roi, et donc c'est devenu le Palais Royal. Le Palais Royal, vous voyez ici, là, sur la droite, ce bâtiment, c'est ce qu'on appelait la salle, la grande salle de la Comédie, construite par Richelieu, donc, parce que comme je l'ai dit, il adorait le théâtre, il avait fait construire dans son château. Et on voit la salle ici, elle est stylisée, elle ne représente pas grand-chose, mais il avait fait construire donc dans son palais une salle de théâtre prestigieuse, magnifiquement équipée, etc. Et donc, vous remarquez ici que cette salle, elle est à l'opposé de ce qu'est aujourd'hui la troupe de la salle de la Comédie Française actuellement, puisque la salle de la Comédie Française, elle est de l'autre côté, elle a été reconstruite au XIXe siècle, et que ici, l'emplacement là, ici c'est la rue de Valois, et c'est le ministère de la Culture et le Conseil d'État qui occupent cette place actuellement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que Molière est un homme qui va écrire quel type de pièces? Eh bien, des types de comédies. Des comédies, ce qu'on appelle des comédies unies, c'est-à-dire avec des personnages qui s'agitent sans autre, sans autre insertion que des dialogues, des poursuites, etc. Et puis des comédies mêlées de danse et de musique, ce qu'on appelle vulgairement, à la fin de la carrière de Molière, lui-même a commencé à l'appeler comme ça, comédie-ballet. Et de très grands spectacles, comme celui de Psyché, qui est un spectacle avec d'énormes changements de décor, d'énormes descentes de machinerie, des nuages qui descendent comportant plusieurs personnes qui sont dedans, qui jouent de la musique, etc. etc. Et puis ici, on a aussi l'évocation d'un spectacle qui s'appelle ici le Festin de Pierre. En fait, c'est la pièce qui s'appelle Don Juan, qui va être rebaptisée après la mort de Molière, Don Juan ou le Festin de Pierre, mais du vivant de Molière, ça s'appelle le Festin de Pierre, et qui est une pièce à grand spectacle avec des changements de décor. Et donc Molière, il n'est pas seulement auteur de comédies ordinaires, si je puis dire, même si ces comédies ordinaires, elles ont sa marque propre, elles sont les plus géniales des comédies de son temps, mais il est aussi un véritable entrepreneur de spectacle qui va défoncer une partie de son théâtre pour pouvoir accueillir ce gigantesque spectacle de Psyché à partir de 1671. C'est la pièce qui va rester le plus longtemps à l'affiche, donc du vivant de Molière. Alors, venons-en maintenant à la dernière partie qui est la plus facile, celle qui représente un peu l'exposé thématique que l'on fait quand au lycée on nous charge de faire un exposé. C'est la question de l'argent dans les comédies. Alors j'ai essayé de présenter les choses un peu
différemment quand même. Comment l'argent apparaît dans les comédies de Molière? Eh bien, on a un premier schéma qui est celui du rapport entre un jeune amoureux, ça c'est un modèle qui vient de la comédie antique, hein. Le jeune amoureux, il est donc amoureux d'une jeune fille. Dans la comédie antique, quelquefois, c'est une courtisane, comme on dit, mais qui va se révéler à la fin n'ayant pas eu de rapport avec des hommes et étant restée donc vierge et digne d'être possiblement mariée. Et donc pour que tout se termine de façon heureuse à la fin. Donc un fils amoureux, mais il est désargenté. Il a un père riche et avare, et il a un valet industrieux. On a aussi dans l'Étourdi un fils amoureux, un riche tuteur hostile parce qu'il veut épouser la jeune fille pour lui, et puis un valet industrieux. Et évidemment, les choses tournent autour de l'argent. Alors, ce pourquoi vous reconnaissez, c'est très intéressant que la première des comédies que je vous ai montrées tout à l'heure, l'Étourdi et les Contretemps, dans lequel on a ce jeune amoureux qui a besoin de son valet rusé pour s'efforcer de s'introduire auprès de la jeune fille qu'il aime. Évidemment, comme il est étourdi, chaque fois il fait échouer la ruse de son valet. À 9 reprises, le valet invente des ruses. À 8 reprises et demie, le jeune homme les fait échouer. Et c'est une pièce donc, que Molière adapte d'un original italien, de Niccolò Barbieri, et ça s'appelle L'Inavertito, donc l'étourdi, ovvero Scapino disturbato, donc l'étourdi avec Scapin perturbé par ces étourderies. Et comme vous savez, Molière est l'auteur d'une pièce là, dont j'ai montré le frontispice, c'est-à-dire la gravure de titre, qui s'appelle Les Fourberies de Scapin en 1671. Et donc on voit bien la filiation entre ce schéma et Les Fourberies de Scapin. Tout le monde sait que l'une des activités fondamentales de Scapin, c'est d'essayer d'aider les deux fils désargentés de 2 pères riches et avares qui ont 2 filles à marier, mais qui ne veulent pas les marier avec... c'est un peu compliqué au départ, mais grâce à des reconnaissances à la fin, on va s'apercevoir que les 2 jeunes gens vont épouser les 2 jeunes filles qu'ils aimaient, malgré l'opposition des pères qui découvrent qu'en fait, que les 2 jeunes filles qu'ils aimaient, eh bien, c'est justement celles auxquelles ils voulaient marier leur fils, et donc tout se termine bien. Donc on a cette tradition italienne qui est systématique, qu'on retrouve dans l'Avare, hein, la célèbre pièce de l'Avare, c'est quand même le même schéma avec le fils amoureux mais désargenté, le père riche et avare, qui est quelquefois le concurrent en amour de son propre fils, et comme toujours, quelquefois une servante, mais le plus souvent un valet rusé et industrieux qui permet au jeune homme de récupérer l'argent dont il a besoin et d'arriver à ses fins ainsi. Et donc, l'argent, il intervient où? Eh bien, vous avez ce texte-là, il se trouve que ce qui est très intéressant d'observer, c'est qu'à partir de 1665, dans la carrière de Molière, apparaît la médecine. Molière a écrit une pièce en 1664 qui va être interdite parce que c'est une satire des dévots et de la dévotion, et ça s'appelle Tartuffe, Tartuffe ou l'hypocrite, la première version, et quand Molière va réussir en fait à obtenir que grâce à un changement de politique religieuse, Louis XIV, qui aimait cette pièce, l'autorise en 1669, eh bien, la pièce sera autorisée sous le titre Tartuffe ou l'imposteur, mais désormais, Molière est prudent, il sait qu'il ne peut plus faire la satire de choses touchantes à la religion sur le théâtre. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il décale la satire vers la médecine et les médecins, parce que, comme il le fait dire, et je passe vite là-dessus, par Sganarelle et Don Juan dans le Don Juan, quand Don Juan dit qu'il est... Enfin, Sganarelle s'écrie en écoutant son maître, « Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ?» Et lui dit, c'est une des plus grandes... Don Juan répond, « Oui, c'est une des plus grandes erreurs qui soit parmi les hommes. » Et donc, on voit que, en fait, il y a une équivalence très étroite entre la médecine et la religion. Les médecins sont habillés avec des habits proches, sombres, proches de ceux des religieux, ils parlent latin, ils menacent de mort et des pires des choses ceux qui n'écoutent pas ce qu'ils exigent de faire, etc., etc. Et donc depuis le début du siècle, outre que les médecins sont critiqués pour leur incompétence, ce sont des hommes non pas de science, mais des hommes de savoir, des pédants qui ne font que réciter et débiter tout ce que disent les livres de médecine depuis les Grecs et les Latins. Et donc, outre cette critique traditionnelle, depuis, pour les libertins, il y a les libertins, c'est-à-dire ceux qui passent au crible de leur réflexion tous les dogmes. Eh bien, pour les libertins, il y a plusieurs types de superstitions. La religion et la médecine sont très étroitement des types de religion, de superstition.
Donc cette équivalence, on la retrouve dans une pièce qui s'appelle L'amour médecin, et au début de l'acte 3, on a une longue tirade de médecin qui s'adresse à ses confrères qui s'étaient disputés publiquement et bêtement sur des traitements en public. Il leur explique que, eh bien, leur art, si on veut continuer à gagner de l'argent et à profiter de l'aveuglement des hommes, il faut absolument masquer toute dissension entre eux, et une longue et magnifique tirade, je répète, c'est le début de l'acte 3 de la comédie-ballet de Molière qui s'appelle L'amour médecin, dans laquelle il y a cette équivalence qu'on voit derrière religion-médecine, et surtout, ce qui est en jeu, bien sûr, c'est l'argent que l'on peut gagner dans cela. Ensuite, si on continue à parcourir, on voit le rapport entre l'argent et la satire de la haute aristocratie. On a un célèbre passage qui est celui, j'ai cité ici, j'ai rapproché des deux pièces de théâtre, l'une qui est le festin de Pierre, Don Juan, le festin de Pierre, avec la rencontre entre Don Juan et son financier, Monsieur Dimanche, dans lequel, au début, donc, acte 4, scène 2, on annonce l'arrivée du financier. Sganarelle, évidemment, veut renvoyer le créancier, et Don Juan dit « Non, non, je vais le recevoir parce que j'ai l'art de les flatter et de les renvoyer sans leur donner un double, c'est-à-dire sans leur donner quoi que ce soit. » Et il y a donc cette longue scène absolument plaisante du rapport entre le très grand seigneur qui a besoin de vivre constamment avec de l'argent, parce que c'est ça qui est très important. Avoir l'apparence, être grand seigneur, c'est avoir l'apparence d'un grand seigneur. Et avoir l'apparence d'un grand seigneur, c'est dépenser sans compter. D'où l'importance, évidemment, des prêteurs, des usuriers à ce moment-là. Et donc, on les voit apparaître régulièrement. On les revoit apparaître ici dans Le bourgeois gentilhomme, puisque là, une scène délicieuse à l'acte 4, lorsque Dorante, qui est un comte, se sert de M. Jourdain, riche marchand en drap, pour lui faire croire que la femme qu'il a rencontrée est amoureuse de lui, alors qu'en fait Jourdain est marié et qu'il est évidemment tellement ridicule qu'il serait incapable de séduire, de pouvoir même attirer l'attention d'une grande dame. Mais Dorante, qui est désargentée, se sert de M. Jourdain pour obtenir de l'argent. Et là, on le voit faire en fait dans cette scène, donc au début de l'acte 4, dans cette scène, on voit demander à Jourdain de l'argent et lui dire combien je vous dois. Et Jourdain, à ce moment-là, va sortir son petit carnet, il va faire le récapitulatif de tout ce que lui doit Dorante. Et Dorante, à la fin, il dit tout à fait, fort bien, il est d'accord sur toutes les dépenses qui sont notées. Il lui dit, mais rajoutez 200 pistoles, c'est-à-dire 2000 livres, et ça fera un compte rond de 14 000 livres, ou je ne sais plus combien, que je vous dois. Et évidemment, ce qui est drôle en plus dans cette scène, c'est la présence de Madame Jourdain qui voit le manège de l'aristocrate et qui est furieuse de voir que son mari se laisse prendre par les flatteries de l'aristocrate et va lui donner les 2000 livres qu'il réclame en plus. Donc, je termine. L'un des passages les plus intéressants et les plus célèbres de Don Juan, c'est la fameuse scène du pauvre, c'est-à-dire à la deuxième scène de l'acte 3 de Don Juan. Don Juan est en fuite, il est poursuivi puisque, comme vous le savez peut-être, vous le savez bien sûr, Don Juan est un homme qui court de mariage en abandon. Dans la légende initiale que Molière adoucit, il tue, il viole, mais chez Molière il ne tue pas, il ne viole pas, mais il épouse, il abandonne, il trompe malgré tout. Et donc il est poursuivi par les frères de l'épouse, la jeune épouse qu'il a tirée du couvent et qu'il a aussitôt après abandonnée. Et donc, Don Juan, en fuite, est dans une forêt. Avec Sganarelle, ils sont perdus. Sganarelle, pour s'enfuir, et lui, s'est déguisé en habit de campagne, c'est-à-dire de voyageur, de simple voyageur. Il a quitté son bel habit avec toutes ses dorures, ses rubans, son habit de cour. Et comme Sganarelle, lui, est déguisé en médecin, eh bien c'est ça qui donne l'occasion d'un long débat sur la médecine, là où Sganarelle lui dit « Comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ?» Sous-entendu que vous l'êtes en religion, et du coup, ils vont se mettre à parler religion. Et lorsqu'ils ont fini de parler, ils sont perdus, et donc ils cherchent leur chemin, et ils tombent sur un pauvre, c'est-à-dire un pèlerin, qui fait l'aumône là, à un carrefour, et il lui demande le chemin de la ville, et c'est ainsi que le pauvre indique donc
le chemin ici, vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, etc. » Et il leur explique qu'il est un pauvre qui vit d'aumône et il leur demande de l'argent. Et Don Juan lui dit « Ah ah, tu es intéressé !» Et donc, pour, comment dirais-je, faire fructifier cet intérêt, il va y avoir une extraordinaire scène de, comment on peut appeler ça, une scène de donnant-donnant, une scène véritablement de contrat. Le contrat, c'est si tu blasphèmes, c'est-à-dire si tu jures, donc si tu blasphèmes, je te donne un louis d'or. Et ce qui est très intéressant, évidemment, Sganarelle encourage le pauvre, va, c'est rien, tu peux y aller, etc. Et le pauvre, lui, qui est un authentique chrétien, qui fait l'aumône parce que ça fait partie de la vie chrétienne que de recevoir l'aumône de ceux des riches qui peuvent la donner, eh bien, malgré tout, lui, l'aumône, ça ne va pas jusqu'au blasphème, et donc il refuse de blasphémer, et Don Juan, impressionné par cette résistance au prix de l'argent, eh bien, finit par lui donner, en lui donnant « Va, je te le donne pour l'amour de l'humanité ». Ce n'est pas de l'amour de l'humanité au sens moderne du terme, je te le donne par le fait que tu es un homme et qu'en tant qu'homme, tu mérites pour ton courage d'avoir cela. Et voilà, je termine donc là-dessus avec un dernier mot, puisque tout le monde aurait attendu sans doute que je parle plus longuement de la pièce la plus célèbre concernant l'argent, qui est l'Avare, mais je veux juste dire un petit mot sur le rapport entre Harpagon, ce que j'appelle le masque moral. C'est-à-dire que lorsque Molière a écrit son Tartuffe, le premier Tartuffe en août 1664, qui est représenté en mai 1664, qui est interdit juste après, malgré le fait que le roi l'a applaudi, mais il est obligé de l'interdire pour des raisons de politique religieuse, eh bien Molière, sentant qu'il ne peut pas avancer, eh bien il fait un placet au roi, après l'interdiction de Tartuffe, un placet au roi, c'est-à-dire une supplique au roi qu'il va lui-même remettre en remettant sa belle livrée pour s'introduire jusqu'au pied du cabinet du roi où l'on dépose les placets, tous les Français peuvent déposer une requête s'ils le veulent, et qui commence ainsi: le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. Or, jusqu'alors, il n'avait jamais dit ça. Jusqu'alors, il disait « le but de la comédie, c'est de faire rire les hommes en se moquant, en ridiculisant les comportements des hommes ». C'est-à-dire que jusqu'ici, Molière, il avait une posture, jusqu'en 1664, il avait une posture de ce qu'on appelle aujourd'hui un humoriste. Et tout d'un coup, il prend une posture morale, c'est-à-dire qu'il dit que le but de la comédie, c'est de corriger les hommes en les divertissant. Et il va falloir qu'il s'y tienne. Et pour cela, après Tartuffe, eh bien, qu'est-ce qu'il va écrire quelques années plus tard? L'avare, précisément, puisque l'avare, c'est un extrêmement bon vice aux yeux de la religion, puisque depuis toujours, l'avarice, c'est considéré comme le pire des vices, celui qui entraîne les hommes dans toutes les autres passions et désastres. Et donc, le fait de choisir, évidemment, ce thème de l'avare a une dimension absolument stratégique dans sa défense entreprise depuis l'interdiction de Tartuffe pour montrer qu'en fait, Tartuffe, ce n'est pas une satire des dévots, de la dévotion et de la religion, c'est une attaque de l'hypocrisie en général et donc du vice en général. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça marche d'autant mieux que depuis le début du XVIIe siècle, il y a une sorte de conjonction entre les usuriers avares et le bigot hypocrite. Je cite un fragment donc d'une satire faite par un auteur de satire en vers contre cette catégorie de gens. Je lis « Un usurier infâme a beau dire, on sait bien de quel bois il se chauffe, on sait qu'il ne vaut rien. Il a beau contrefaire un homme de mérite, et beau dissimuler son visage hypocrite, faire le charitable et le dévotieux, et dès le point du jour visiter les saints lieux, les prisons, l'hôpital et bien faire à l'église, on le connaît pour tel combien qu'il se déguise. » Donc la liaison entre le fait d'être un usurier et d'être un hypocrite en matière de religion était donc, c'est quelque chose qui court depuis longtemps, depuis sans doute le XVIe siècle et peut-être même depuis le Moyen-Âge. En tout cas, c'est très à la mode dans la première moitié du XVIIe siècle. Et évidemment, c'est là derrière que Molière s'abrite pour lier l'entreprise prétendument morale de son théâtre qui relie son Tartuffe avec l'avare et qui finalement va influencer toute la postérité
qui va penser que Molière est l'auteur d'un théâtre moral, alors que Molière n'avait jamais voulu donner une dimension morale à son théâtre, puisque lui, encore une fois, c'est un homme qui a une position d'humoriste vis-à-vis des comportements humains, des ridicules des hommes. Et je vous remercie de votre attention.